il me faut un videur d'eau et un observeur attentif d'eau. Donc là, vous avez un sol qui vient de Hongrie. Conclusion, il n'y a pas fallu beaucoup d'eau pour remplir le petit volume de sol que je vous avais mis là. Donc c'est des sols qui étaient déjà humides, donc assez vite, ils sont passés. Même si il a fallu un peu plus d'eau sur le sol argileux que sur le sol sableux. C'est entre le point de flétrissement, c'est-à-dire quand le sol est sec, et le point de la capacité au champ, c'est-à-dire ce que vous avez réalisé là, quand le sol est complètement plein d'eau et qu'il commence à en perdre, que les végétaux s'alimentent. Et donc vous voyez que si jamais vous voulez avoir un peu plus d'eau disponible pour les végétaux, comme vous ne pouvez pas changer la texture d'un sol, donc la texture pour nous c'est la proportion de sable, de limon, qui est un peu plus fin, ou d'argile, qui sont des particules très fines. Et donc la seule façon de changer, c'est de changer sur les matières organiques. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, celui-là c'est un sol sableux, mais il est extrêmement riche en matière organique, c'est-à-dire qu'il est très noir, quoi. Je vous laisse faire passer. Alors celui-là, il est exactement pareil, c'est-à-dire que c'est vraiment un sol argileux, mais pratiquement saturé en matière organique. C'est-à-dire que ce sont, dans les deux cas, deux sols très riches en matière organique. Donc plus vous avez de matière organique, plus vous retenez d'eau, moins vous avez de matière organique, moins vous retenez d'eau. Donc voilà pour ce qui est de l'aspect pluie. Donc la pluie, vous l'avez fait avec le verre d'eau. Remplissage du sol. Et ensuite, remplissage des nappes quand le sol est plein. Alors, après, il y a un autre truc qui est vraiment génial. Alors, donc déjà, ce que je vais essayer de vous présenter un peu, c'est comment l'eau peut se former, donc comme on a commencé à l'évoquer en bas, peut se former dans un paysage. Vous êtes tout près de deux événements géologiques assez extraordinaires. Le premier événement géologique, il vous a fait monter. Alors que à la fin de mon explication, vous verrez qu'il aurait dû vous faire descendre. C'est la faille de Vittel. Donc nous sommes montés par le petit chemin, nous sommes au-dessus ici. Donc ici on est sur des plateaux qui sont calcaires, ici il y a une grande faille. Alors cette grande faille-là, vous la voyez donc dans le milieu, c'est vraiment très simple, vous voyez votre côte là, et qui se prolonge après à peu près en ligne droite sur le mont Saint-Jean, qui est juste caché par le noyer de gauche, c'est la grande faille de Vittel. Alors la grande faille de Vittel, elle est géologiquement assez remarquable parce qu'on la voit sur plus d'une centaine de kilomètres sur le terrain, donc elle est visible, voilà. Et elle est remarquable parce que c'est une faille inverse. Alors c'est maintenant où je vais vous expliquer pourquoi vous êtes monté à la place d'être descendu. C'est une faille inverse, c'est-à-dire que quand les Alpes sont montées, alors je commence par le début, l'Afrique rejoint l'Europe, ça vous le savez. Donc les Alpes montent, poussent le Jura, qui pousse les fesses des Vosges. Donc les Vosges montent un peu, surtout du sud, et le plateau lorrain, il a claqué ici, en nord-sud, sur 96 mètres de décroche. C'est-à-dire que la partie sud est montée de 96 mètres au-dessus de la partie nord. Donc la partie sud devrait être maintenant beaucoup plus haute que cette partie nord qui est là, derrière vous, et qui n'a pas trop bougé. Or, vous voyez exactement l'inverse. Vous voyez une partie sud qui est plus basse que la partie nord. Alors, c'est dû à une chose assez simple, c'est qu'une fois que le plateau, la partie sud est montée, elle a été beaucoup plus exposée à l'érosion. Les couches dures qui étaient au-dessus se sont fait grignoter beaucoup plus que de l'autre côté. Et après, eh bien, l'érosion a atteint les couches plus tendres. Et donc, il y a eu possibilité ici, pour tous les ruisseaux et rivières pendant millions d'années, de grignoter tout ce qui avait fait le malin en montant plus haut. Et donc, ça monte vite, et pendant 150 millions d'années, ça se fait éroder. Et maintenant, on a un plateau qui est plus bas que la partie qui n'a pas bougé. C'est pour ça qu'on appelle ça une faille inverse, dans le sens où la partie haute, géologiquement la plus haute, se trouve maintenant topographiquement la plus basse, parce que toutes les couches géologiques qui étaient au-dessus se sont faites grignoter par l'érosion. Donc, ça c'est une faille donc, qui est remarquable donc, déjà géologiquement, et elle est aussi remarquable parce que c'est sur cette faille-là que sortent l'essentiel des ressources en eau minérale. Alors, c'est dû à un phénomène de mise en concordance, donc je dis que mes doigts c'est des couches géologiques.
Au départ, les couches géologiques, elles sont bien face à face. Les calcaires sont face à des calcaires, et je vais dire qu'entre les doigts, c'est de l'argile. Ici, on a une superposition. Calcaire, argile, calcaire, argile, calcaire, argile, et vous en avez sur 300 mètres. Ça claque, ça fait ça. Donc, il y a des couches de calcaire qui vont se trouver face à de l'argile, des couches d'argile qui se trouvent face à des calcaires. Et les couches de calcaire, par exemple celle-là, elles vont continuer à donner de l'eau, mais elles se trouvent sur la faille face à des couches argileuses. L'eau, vous voyez le pendage du plateau à l'heure actuelle, l'eau qui est dans les gîtes hydrominéraux, donc le premier est à peu près à une vingtaine de mètres de profondeur, eh bien cette eau-là descend tranquillement sur son pendage, tombe sur le front de faille, sur des couches argileuses qu'elle ne peut pas pénétrer, et elle remonte. Et dans le parc thermal, je ne sais pas si vous avez remarqué la petite maison ronde avec le toit tout conique, là, eh bien l'eau, elle sort toute seule. C'est-à-dire que la grande source qui sort dans le parc thermal, eh bien son origine avant, c'était une source qui était dans un parc à Genisse. C'est-à-dire que le parc thermal, en 1852, c'était un grand parc dans lequel étaient des génisses, et dans lequel est arrivée une grosse source. Et c'est cette même source qui sort, donc on appelle en artésien, c'est-à-dire qu'elle sort naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de la pomper pour ensuite la prendre et la mettre en bouteille. Un château d'eau naturel. Voilà. Mais c'est un tout petit château d'eau. Alors là, je vais arriver sur le deuxième fait extraordinaire que nous pouvons voir d'ici. Je dis c'est un petit château d'eau parce que vous voyez que la limite sud du bassin qui alimente ces couches qui donnent de l'eau qui tombe sur la faille, la limite sud, vous la voyez parfaitement à l'horizon. Vous voyez le relais blanc, rouge, et qui de temps en temps clignote. Eh bien ce relais, il est juste sur ce qu'on appelle le rebord de côte, donc il est ici. Le rebord de côte qui nous fait descendre après dans les grès du Trias, qui sont juste en dessous. Et donc le bassin qui alimente en eau, eh bien en fait sa limite sud, c'est le relais. Donc géologiquement c'est un tout petit territoire. Ça fait 5000 hectares, donc c'est vraiment tout petit. Et ce relais-là, c'est le toit de l'Europe. Alors pour être un peu illustratif et trivial, si vous faites pipi de l'autre côté, c'est pour Marseille. Si vous faites pipi ici, c'est pour Rotterdam. Il faut choisir le bon côté. Et donc, on n'est même pas sur le toit, sur le fait du toit. C'est-à-dire qu'on est sur ce qu'on appelle la limite de partage des eaux, qui est ici, et qui vous partage la Méditerranée. Donc pour ceux qui trouvaient qu'il ne faisait pas assez chaud, la limite de la Méditerranée, c'est le petit relais qu'on a là-bas. Enfin, Méditerranée au sens hydrologique. Méditerranée climatique, elle est quand même plus au sud, on est d'accord. Et donc, toute goutte d'eau qui tombe au sud du relais se retrouvera dans le Rhône, bon, d'abord dans la Saône, puis dans le Rhône. Et toute goutte d'eau qui tombe ici, donc dans la partie nord du relais et tout ce monde-là, eh bien vous continuez, vous êtes dans le même monde jusqu'à atteindre la mer du Nord. Étant donné que ça alimentera soit la Meuse, soit le Rhin. Donc la Meuse en direct parce qu'elle coule juste derrière, et le Rhin via la Moselle, qui se jette dans le Rhin à Cologne. Donc voilà, donc ici, donc les deux choses extraordinaires, c'est la belle faille inverse qui vous a fait monter alors que vous auriez dû descendre. Et l'autre chose extraordinaire, c'est qu'ici, vous êtes donc sur la ligne de séparation de deux des plus grands fleuves européens, parce qu'on peut admettre qu'après, il y en a un que j'oublie qui est le Danube, voilà. Mais avec ça, vous avez donc les plus beaux fleuves mythiques de l'Europe. Voilà, donc ici, c'est la ligne de partage des eaux entre le Rhin. En plus, c'est mignon parce que ici, vous avez le partage. Donc, la Meuse ici, le Rhin est là, et le Rhône par la Saône ici. Donc ici, au col des Clochettes, vous avez un point triple. Et ce qui est assez rare d'avoir un point triple de 3 gros fleuves de cette importance-là. Après, pour faire aussi gros, il faut aller du côté de l'Orénoque ou du Salon. Il faut tracer la route. Les eaux minérales sont des eaux qui sont reconnues par l'Académie de médecine. Donc c'est tous les 30 ans qu'a lieu la visite de vérification. Et l'Académie de médecine vérifie que la minéralité correspond à quelque chose qui fait des effets sur notre organisme. Donc cette eau est reconnue comme une eau qui fait pisser. Jusqu'à la publicité de 1907, on a maintenant des termes un peu plus
Vous enrobez, mais ça revient exactement à ça, physiologiquement parlant. Et en particulier parce que ces teneurs en sulfate sont assez élevées. Et tout ceci, magnésium sulfate, ça s'acquiert quand l'eau passe à travers les couches de terrain. Donc ici, la roche qui permet d'obtenir l'augmentation de ces teneurs en minéraux, c'est ce qu'on appelle la dolomite vitelle. Donc la dolomie, c'est un calcaire qui en plus est un calcaire magnésien, donc qui contient beaucoup de calcium et du magnésium. Par contre, vous avez des eaux qui peuvent être encore beaucoup plus chargées, c'est épars. Donc épars se situe, la prise était juste derrière le noyer. Et là, on a des minéralités parmi les plus fortes du monde. C'est-à-dire que c'est une eau qui contient 3 grammes donc 3000 mg, parce que j'ai parlé beaucoup en milligrammes, 3000 mg d'éléments minéraux par litre, ce qui est gigantesque. Et ça, c'est dû à la composition du Kuiper, dans lequel dans lequel l'eau coule d'abord avant qu'on la reprenne. Et donc, à la louche, beaucoup des caractéristiques des eaux dépendent de la géologie des terrains dans lesquels ils sont. Ce qui fait que partout sur la planète, les eaux minérales continuent à être des produits de terroir. Donc la première chose qui peut changer une qualité d'eau, c'est la quantité d'eau qui passe. Alors essentiellement par un fait de dilution. Et ensuite, eh bien, ce qui fait changer l'eau, c'est l'homme. Et donc je vais juste essayer de prendre quelques petites choses pour vous illustrer ça. Sachant que sur ce périmètre de Vittel, c'est l'un des premiers secteurs en France où a été mise en place une opération groupée de changement de pratiques agricoles pour justement éviter une dégradation de qualité d'eau.